Merci de nous rejoindre sur AL24 News, chers téléspectateurs. Bonsoir, l'échiquier international reçoit aujourd'hui Carlos Martins Bilongo, député français, la France Insoumise, avec qui nous allons revenir sur une partie du dossier de la mémoire entre l'Algérie et la France, un dossier qui revêt une importance capitale entre les deux pays, dont le règlement conditionne en grande partie l'ouverture d'une nouvelle page entre Alger et Paris. Notre invité ce soir est un protagoniste du dossier à travers des initiatives louables dont il a été l'instigateur au Palais Bourbon. Le travail de ce parlementaire issu de la diversité, comme on aime à le rappeler en France, en faveur de la justice historique justement et d'un ordre international plus équilibré, plus juste pour les populations du Sud global grâce à ses origines africaine, mais malheureusement pas appréciée de tous en France, notamment chez la droite et l'extrême droite qui tente de stigmatiser et instrumentaliser sa double appartenance socio-culturelle à des fins purement de politique politicienne, notamment ce qui concerne ses prises de position courageuses sur le dossier palestinien. Nous en parlons avec lui sur le plateau de l'échiquier international ce soir, juste après ça. Carlos Martins Bilongo, je vais m'empresser de vous souhaiter la bienvenue en Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, sans transition aucune. Il s'agit de votre deuxième visite en Algérie, pas la première. Exactement. Quel est l'objet de celle-ci? Déjà, je vous remercie de m'inviter, M. Batache Kéredine. Très heureux d'être ici présent. Donc, c'est ma deuxième fois en Algérie. J'étais à Alger au mois de novembre 2022, toujours concernant la même chose, c'est mes travaux parlementaires sur la restitution des crânes des résistants du 19e siècle face à l'invasion, à la colonisation combattants française. Algériens, exactement. Et ces travaux m'amènent à me déplacer, à venir sur place pour faire état de la situation et de l'avancement aussi de mes travaux. Il faut savoir que la proposition de loi a été déposée donc, en novembre 2022. Celle-là même, et depuis, que j'ai entre les mains. Oui. Exactement, depuis un décret. Proposition de loi numéro 398, autoriser la restitution par la France des crânes algériens déposés en novembre 2022. Exactement. Et depuis un décret du gouvernement est sorti, c'était le 28 décembre 2023. Oui. Donc le projet de loi arrive à sa fin et je suis très heureux voilà, que ces crânes vont être restitués et je suis voilà, dans le processus de vérification pour voir que tout va dans le bon sens. Mais justement, vous anticipez ma question suivante. Le dossier de la mémoire entre l'Algérie et la France vous tient à cœur particulièrement, on peut le dire. Vous avez déposé, vous l'avez rappelé, le 2 novembre 2022, cette proposition visant à restituer les crânes des combattants algériens décapités par l'armée française. Où en est-on de ce côté-là plus précisément? Cette proposition de loi qui visant vraiment voilà, à une restitution complète, parce qu'elle avait été entamée en 2021, sans passer par le Parlement, pour toute restitution d'œuvres qui sont... Il y a eu une restitution partielle des crânes, exactement. Parce que sans passer par le Parlement, il faut passer par une loi cadre. Donc le fait de faire ce dépôt a encouragé l'exécutif ensuite à faire la sortie de 3 lois cadres qui sont arrivées successivement en janvier 2023 puis en juin 2023. Et ça a été d'abord sur la spoliation des biens en janvier 2023. Ensuite, au mois de juin, c'était sur les restes humains qui avaient pour objet principal la restitution des crânes algériens, des résistants. Donc ça a été voté à l'unanimité. Et ensuite, le décret est sorti au mois de décembre. Donc c'est une bonne chose. Très bien. Et pour moi, c'est une valeur importante. Je ne peux pas concevoir d'avoir dans un musée français, au musée de l'homme, dans un sous-sol, des crânes de résistants algériens. De combattants algériens, plus que des résistants. Bien sûr, de combattants. C'est inadmissible. En 2024, donc il y avait ce travail à faire, aussi à faire connaître, parce que peu de gens ne le savaient. Quand j'ai commencé à travailler sur la question, parce que j'ai été moi sensibilisé par une association qui était franco-algérienne de ma circonscription, j'ai fait les travaux, j'ai communiqué avec beaucoup de Français, de franco-algériens qui ne savaient pas que ce fait existait. De nombreux Français aussi ne savaient pas. Vous allez au musée, vous ne savez pas que dans le sous-sol, il y a des crânes de résistants.
de combattants algériens. Et depuis, maintenant, les gens ont pris le sujet à bras-le-corps. Les gens sont volontaires. Et après, comme vous l'avez expliqué dans votre exposé, il y a des personnes qui sont contre, Oui. qui sont toujours dans la négation de l'histoire, qui sont toujours dans la démagogie, qui ont des postures politiciennes par rapport à leurs aspirations, qui sont xénophobes et racistes. Et cette haine aussi de l'Algérie qui est encore existante dans certains profils de Français aujourd'hui. Un autre crime contre les Algériens, cette fois-ci perpétré en France, resté longtemps sans reconnaissance, c'est celui des massacres du 17 octobre 1961. À Paris, l'Assemblée nationale française a adopté il y a de cela quelques jours une résolution appelant à la reconnaissance et à la condamnation de ces crimes, déposée par une députée écologiste et à laquelle vous avez contribué également. Elle a été adoptée. D'abord, quelle est votre réaction à ce nouveau développement dans le dossier de la mémoire entre les deux pays ? Je suis très heureux parce qu'il y a des avancées au Parlement. Donc je salue le travail de ma collègue Sabrina Sebaï. Oui. Il y a aussi beaucoup de maires. Du groupe Europe Écologie Les Verts. Exactement. Il y a aussi beaucoup de maires. Le maire Azine Taibi, le maire de Stein, oui, qui a fait l'appel des maires sur le 17 octobre. Ça a été signé par 2 maires déjà pour avoir une journée pour commémorer cette séquence-là. Et petit à petit, il faut aussi qu'au Parlement, nous puissions légiférer en tout état de cause pour mettre des mots sur ce qui a été fait dans le passé. Il faut pouvoir en parler, pouvoir statuer, pouvoir dire là où l'État a été défaillant, là où l'État a fauté. Mon collègue parlementaire Paul Vannier, lors de la discussion générale par rapport à cette proposition de résolution, a évoqué que nous, la France insoumise, nous voulons aller plus loin. Nous parlons de crimes d'État. Oui, justement. Et nous déposerons, nous, une résolution visant à aller plus loin, visant à statuer sur ce qui s'est passé. La France insoumise s'engage à déposer une proposition de loi visant justement à évoquer la responsabilité de l'État français dans ce crime dont le principal responsable est le préfet de la République, Maurice Papon. Et c'est là peut-être justement où il y a un goût d'inachevé du côté algérien, c'est de ne pas avoir reconnu cette responsabilité de l'État. Et vous me dites que la France insoumise va déposer... Exactement. Mon collègue Paul Vannier, député d'Argenteuil et de Besançon, à sa circonscription du Val d'Oise, a évoqué ce sujet directement à la tribune. Et c'est dans le prolongement, c'est ce qui va suivre. Très bien. Maurice Papon était inculpé pour la première fois pour crime contre l'humanité pour sa participation, notamment à la déportation de près de 1700 juifs, dont 200 enfants entre 1942 et 1944. N'y a-t-il pas là encore, M. Bilongo, une forme de 2 poids 2 mesures de la part de la France lorsqu'il s'agit de reconnaître les crimes de l'État vis-à-vis de ses anciennes colonies, notamment? Vous savez, pour légiférer, il faut des législateurs de poids. Cette nouvelle législature, qui a commencé en juin 2022, a vu l'arrivée de parlementaires de conviction, des parlementaires qui veulent de la justice sociale et de la justice mémorielle. Donc c'est l'objet de nos travaux qui commencent. Et entre-temps, il y a aussi un calendrier parlementaire qui est très dense en France, avec beaucoup de réformes auxquelles nous sommes opposés, qui sont imposées par la Macronie. Mais nous avons vraiment ce travail à faire et nous nous prenons à bras-le-corps et les choses évoluent. Est-ce que les voix exprimées par une extrême droite, vous l'avez évoqué, revancharde, nostalgique, avec un ressentiment avéré envers l'Algérie et sa guerre de libération nationale triomphante, conditionnent les prises de position de certaines sphères influentes, notamment malheureusement dans les médias, et dont le but de faire avorter tout projet visant à rapprocher les deux pays justement sur la base d'une prise de conscience par l'État français par rapport à ces crimes commis en Algérie et de ce fait de la nécessité d'avoir une réparation à ces crimes. Totalement. Vous avez le doyen de l'Assemblée nationale qui a pour coutume toujours d'ouvrir la nouvelle session parlementaire, qui est de l'extrême droite, qui est du Front National, oui, qui a eu des propos totalement abjects en parlant de nostalgie du temps des colonies, en disant à la tribune qu'il reçoit des appels aujourd'hui en 2022 d'Algériens qui lui demandent quand est-ce que les Français reviennent. Oui, vous imaginez incroyable. La violence des mots oui, pour ces enfants descendants d'Algériens qui ont subi, souffert et ont été massacrés. Pour les membres de la diaspora algérienne très présents en France. Les franco-algériens qui sont aussi sur le territoire, oui, subir cette insulte à l'Assemblée nationale. Il y a encore une fois aussi des enfants de l'OAS qui sont dans les rangs des parlementaires des Républicains en France. Et toutes ces personnes-là vont user de tout leur poids à chaque fois pour
dénigrer, insulter tout projet parlementaire qui va être une aide à une bonne relation entre les deux rives. Vous savez, avant mon déplacement, je fais souvent des déplacements, soit en Europe, récemment j'ai été en Belgique, récemment j'étais aussi en Grande-Bretagne et en Allemagne. Je fais un visuel sur les réseaux sociaux où je dis que je me déplacerai demain à Berlin, par exemple. Je n'ai pas de sujet qui est évoqué, pas d'insulte. Quand j'évoque que je vais en Algérie demain et je mets sur Twitter avec un visuel similaire à notre voyage parlementaire dans un autre État. Oui. Vous avez directement l'extrême droite et ces soldats qui vont venir commenter, insulter et avoir des propos diffamants, insultants envers l'Algérie. Encore une fois, de leur part, c'est une grosse erreur parce que de manière géopolitique, de manière stratégique, par rapport à la richesse que l'Algérie a sur son sol, la richesse intellectuelle aussi que propose l'Algérie, la richesse également de ces franco-algériens qui font briller la France, et tout ce que nous pouvons encore faire éclore ensemble, doit être mis en avant à chaque fois. Mais il y a des personnes qui sont toujours dans les zones d'ombre, nostalgiques d'un passé colonial révolu totalement, qui n'est pas à l'image de ce nouveau français. Vous savez, moi, je suis né en 90, je suis né à Villers-le-Bel. Je connais l'histoire de la France. Je sais ce qui a été une erreur de notre part. Et je veux avancer avec de bonnes personnes. Maintenant, il faut avoir cette force politique d'être majoritaire, d'être audible et de pouvoir mettre à mal l'extrême droite et celle qui veut diviser les populations. Alors justement, cette hiérarchie victimaire, malheureusement souvent pratiquée en France, est aujourd'hui au cœur du génocide à Gaza. Vous avez récemment appelé à l'interdiction des exportations d'armes françaises à destination d'Israël. Je rappelle que vous êtes très actif en ce qui concerne le dossier palestinien, notamment au sein des commissions parlementaires françaises. Comment jugez-vous d'abord la position de la France dans ce dossier jusqu'à présent, c'est-à-dire 6 mois après le début de ce génocide? Vous savez, la France est très mal à l'aise au niveau de l'exécutif. Nous, dès le 7 octobre, nous avons eu les mots justes du respect du droit international. Benjamin Netanyahou a mis en place un gouvernement d'extrême droite avec un projet politique qui est clair, anéantir toute solution politique pour les Gazaouis et même en Cisjordanie avec l'ensemble des Palestiniens. Très peu de gens ont pu avoir une voix haute pour l'exprimer dans les médias et politiquement, même aux Nations Unies. Moi, je félicite la résolution qui a été déposée par l'Algérie. La France a été pendant 6 mois trop muette. La France s'est adonnée à des livraisons d'armes. Il y a eu un article de Disclose, le média a révélé que des munitions ont été acheminées en Israël. Et comment peut-on accepter que des familles peuvent être décimées, plus de 33 000 morts, majorité de femmes et d'enfants? C'est un génocide en 4K, en direct, via TikTok. Nous avons toutes les vidéos. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Et nous avons un président qui est trop muet. Le président Emmanuel Macron vient de rédiger une tribune. C'est la première fois que je vois un président rédiger une tribune pour demander un cessez-le-feu. En compagnie de 2 autres Benjamin pays. Netanyahou, lui, dit qu'il va le continuer et qu'il n'écoutera personne. Il faut cesser d'envoyer des armes à ce gouvernement de génocidaires. Justement, l'ancien chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a appelé récemment sur les médias français à ce que la France reconnaisse l'État de Palestine. Est-ce que vous apportez votre soutien, Bien sûr, à cet appel? L'Espagne, le Premier ministre espagnol, emboîte le pas. L'Irlande aussi emboîte le pas. La France doit le faire. La France doit le faire. J'ai été en Allemagne récemment. Les Allemands ont cette dette morale. Donc, ils n'arrivent pas à juger ce qui se passe. Ce n'est pas une raison. Vous imaginez? Oui. La dette morale que l'État allemand a vis-à-vis d'Israël ne peut pas justifier un génocide subi par les Palestiniens. Ce sentiment de culpabilité peut-être que l'Allemagne ressent toujours vis-à-vis de ce qui s'est passé auparavant l'empêche peut-être d'ouvrir les yeux sur un autre génocide qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Et c'est inadmissible. Inadmissible. Il faut mettre des mots sur ce qui se passe. Il faut mettre des décisions, des sanctions économiques et diplomatiques. Nous ne pouvons pas laisser Benjamin Netanyahou faire ce qu'il veut.
répondre ce qu'il veut à Joe Biden, répondre ce qu'il veut à Emmanuel Macron, répondre ce qu'il veut à l'ensemble des pays, la communauté internationale. Jusqu'à quand? Doit-on attendre d'avoir une troisième guerre mondiale, comme ça, dans la région, bombarder au Liban, bombarder en Iran, et rester comme ça spectateur? Non, je pense qu'il faut que les résolutions de l'ONU doivent être respectées. Le droit international humanitaire doit être respecté. Les populations palestiniennes ont droit à une vie saine et respectée. Très bien. Parlons un peu de votre parcours personnel au sein du Palais Bourbon. On se souvient de ces attaques infamantes à votre rencontre, au sein même de l'Assemblée nationale. Existe-t-il aujourd'hui, Carlos Martins Bilongo, un mal français à voir des gens issus de la diversité entrer en politique par la grande porte, telle que vous l'avez fait? Je rappelle que vous avez été élu en Val d'Oise. C'est ça. Non, je pense que vous avez des élus de la diversité qui peuvent exister dans la minorité présidentielle. Après, je pense qu'il y a un système capitaliste, des libéraux, qui sont en train de s'effondrer. Ce bloc libéral s'effondre aujourd'hui en France. Nous sommes le seul pays où une gauche radicale est à quel pourcentage de prendre le pouvoir. Oui. Nous étions à 0,8%. De milliers de voix. Nous étions à 0,8%, 300 000 voix, d'être au deuxième tour avec Jean-Luc Mélenchon. Et ça fait peur à un ordre établi. Ça fait peur aux libéraux. Ça fait peur à ces personnes qui détiennent les médias et qui ont cet appareil médiatique pour venir écraser, diffamer et mettre à mal les opposants politiques. Mais nous tournons bon. Donc c'est pour ça que nous sommes attaqués. Et ensuite, de surcroît, quand vous êtes racisé, encore une fois, c'est du miel pour les abeilles. Donc on va chercher à vous piquer, vous diffamer et vous anéantir. Parce que si les Français de classe moyenne, les Français prolétaires, les Français racisés et toute la classe ouvrière se lèvent pour aller voter, nous renversons tout type de pouvoir en face de nous. Vous-même avez fait l'objet d'accusations sur des affaires supposées de blanchiment de fraude fiscale après la parution de votre livre « Noir français ». S'en est suivi une cabale médiatique. Est-il possible aujourd'hui, dans une France qui penche plutôt à droite, d'être à la fois français, africain et député de la République française? Il faut savoir que ce jour-là, c'était super intéressant. Mon bouquin sort le 11 mai. Une cabale médiatique démarre également le 11 mai, jour de la sortie de mon bouquin, à 1h de la séance dédicace. J'avais différents médias qui étaient prévus et tous les médias ont été annulés. Un an après, l'enquête révèle que c'était une enquête à décharge. Et finalement, le fait de fraude fiscale n'ont pas été reprochés. J'ai fait un communiqué très clair et très établi, et l'ensemble des médias qui ont participé à cette cabale n'ont même pas repris mon communiqué. Oui. L'ensemble des médias qui étaient très intéressés par l'affaire. Communiqué publié par l'Assemblée nationale, signé de votre main. L'ensemble des médias qui étaient très intéressés par l'affaire, qui mettaient des bandeaux à chaque fois en rotation, n'ont même pas jugé bon de connaître la suite de l'affaire. Oui. Moi, demain, si je commence une affaire en tant que journaliste, Exactement. Je vais chercher à savoir la fin de l'affaire. Mais dès lors où c'est à décharge, où il n'y a pas de grain à moudre contre une personne, on ne prend pas en considération. Ça prouve que c'est ça, être noir français dans notre pays. C'est cette difficulté, soit à avoir la présomption d'innocence, qui savent brandir quand c'est contre Nicolas Sarkozy ou autre, mais quand c'est contre d'autres personnes, des opposants politiques, elle n'existe pas. Et ensuite, ils vont chercher toujours à vous mettre en face de vous un conflit de loyauté. Dire, il est d'origine africaine, pour qui roule-t-il? La justice sociale n'a pas de frontières. La justice sociale, elle est là pour tout le monde. Moi, vous savez, je suis co-rapporteur aussi de la COP28, COP27 sur les questions écologiques. Nous n'avons qu'une seule planète. Le dérèglement climatique, le changement climatique concerne tout le monde. Vous avez beaucoup d'immigration liée au dérèglement climatique. C'est un enjeu continental qui n'a pas de frontières. Et ces personnes-là qui pensent être à leur avantage en Europe et en France se trompent. Il y a 4 blocs en France. Les libéraux, un bloc de gauche avec la France insoumise, une gauche radicale. Vous avez l'extrême droite et il y a aussi le bloc des abstentionnistes. Oui. Monsieur Batache, ce sont des gens qui sont en colère en France. Nous vivons avec eux. Dès lors où ce bloc ira voter, nous allons renverser le pouvoir. Et ces personnes qui sont racistes seront encore en France, mais devront vivre avec des ministres qui s'appellent M. Bilongo, des ministres qui s'appellent Sabrina Sebaï,
et devront vivre avec. Et nous reconnaîtrons comme crime d'État ce qui s'est passé le 17 octobre. Ça, c'est ce qui va arriver bientôt. Vous êtes également, je le rappelais en début d'émission, vous avez cette double appartenance socio-culturelle à l'approche des élections européennes en France et dans 26 autres États européens. Cette Afrique qui s'émancipe et qui a son mot à dire sur le plan géopolitique aujourd'hui, comment s'exprime-t-elle à travers sa diaspora en Europe sur des questions internationales auxquelles elle a longtemps, je dis bien longtemps, été laissée à l'écart? Nous, le 9 juin, il y a un enjeu crucial qui sera le premier tour, on le dit, par rapport aux élections présidentielles qui vont arriver en 2027. La liste emmenée par Manon Aubry, donc de l'Union populaire, a ce devoir d'arriver en tête de la gauche. Et c'est une élection parfois qui n'intéresse pas beaucoup de Français, parce que l'Europe, c'est loin. En même temps, c'est très près. Nous avons eu beaucoup de manifestations par rapport aux accords de libre-échange avec les agriculteurs, ou sinon le coût de l'énergie. Parce que, vous l'avez constaté, avec la guerre en Ukraine, le coût du gaz, le coût de l'électricité en France a augmenté pour les foyers. Sans parler ensuite des denrées alimentaires. Mais toutes ces questions-là aussi ont eu une répercussion sur le continent africain. Beaucoup de pays africains importent le blé d'Ukraine, importent parfois le blé de Russie. Et ils subissent cette inflation qui fait que les denrées deviennent rares. Il faut que ces pays africains puissent être accompagnés pour avoir une souveraineté alimentaire. Et moi, j'encourage aussi les pays, si vous le voulez bien. Les pays africains, comme l'Algérie, qui sont leaders, parce qu'il faut des pays leaders et moteurs dans le continent. Et j'ai toujours été très, on va dire, favorable, très surpris et très agréablement surpris. Hein. Oui. Dernièrement, il y a eu... Je vous invite à conclure, parce qu'on a plus on le va conclure. temps. En tout cas, voilà, il faut des pays moteurs dans le continent africain. C'est très important pour drainer l'ensemble des autres pays vers l'avant et pour avoir une souveraineté alimentaire et pour que l'ensemble des nations puissent vivre en paix. Ce sera donc le mot de la fin. Carlos Martins Bilongo, député du Parti La France Insoumise du Val d'Oise. Merci d'avoir été avec nous sur l'échiquier international. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international justement. Excellente suite des programmes sur Alt 24 News.